Écoutez, merci à tous. Merci d'être venus assister à ce webinaire de l'AFJA intitulé Santé des sols, état des lieux et pistes d'action. Donc, un webinaire qui sera enregistré. Le webinaire sera co-animé avec Marion Cohen, avec ma collègue journaliste Marion Cohen, et la partie technique assurée par Fleur Boutillier. Donc, pour ce webinaire, nous aurons autour de la table trois invités de marque. Francis Bucaille. Donc, vous êtes agriculteur et cofondateur de la société Gaiago, spécialisée dans l'analyse, le diagnostic agronomique et la revitalisation des sols. Et vous êtes également auteur de l'ouvrage Revitaliser les sols aux éditions Duno. Est-ce que c'est bien ça? Oui, absolument, absolument. Et aussi, il pratique encore un peu le consulting agronomique sur, on va dire, sur la planète entière, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, toute l'Europe continentale. Ok. Nous avons également Bertrand Deloste, qui est ingénieur projet innovation fertilité physique et biologique des sols chez Agrotransfert Ressources et Territoires. Peut-être Bertrand, vous pourriez nous préciser, nous rappeler un petit peu les missions d'Agrotransfert? Alors, Agrotransfert, c'est une association qui a été créée en 88 à l'initiative du Conseil régional de Picardie, de l'INRA et des chambres d'agriculture de Picardie qui partaient du constat qu'il y avait des difficultés et une lenteur à faire la transition entre les travaux de recherche et le transfert, d'où le nom Agrotransfert, vers les acteurs du développement agricole. Donc, Okay. en fait, Agrotransfert sert de pont à la fois en termes de plateforme agronomique, sert d'intermédiaire en fait entre la recherche et le développement sur le terrain, donc auprès des conseillers agricoles ou des agriculteurs directement. Ok. Nous avons également Céline Pelosi, qui est agroécologue spécialisée dans les sols et chargée de recherche à l'INRAE. Céline, est-ce que c'est bien ça? Ce que vous souhaitez peut-être compléter? Vous êtes également membre de l'association AFES. Oui, tout à fait. Donc oui, je suis membre de l'association AFES, qui est l'association française pour l'étude des sols. Donc c'est une association qui rassemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs, mais aussi des agriculteurs, donc des gens de terrain, des étudiants. Et donc on est intéressé sur toutes les problématiques qui touchent au sol, aux causes de dégradation et aux conséquences. Donc il y a plusieurs centaines de membres dans l'association. Et donc, il y a différentes initiatives. D'ailleurs, la FES fait partie du Global Soil Partnership. C'est une initiative qui a été initiée par la Commission européenne. Et donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de rapports qui sont publiés sur l'état des sols, la dégradation des sols, la biodiversité dans les sols. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Très bien, merci. Alors, donc, on va d'abord commencer ce webinaire en partant du constat des sols en France, où en est la situation des sols agricoles. Et donc, on souhaitait recueillir votre point de vue, opinion à tous les trois. Pour vous, qu'est-ce qu'un sol vivant et en bonne santé? Comment on peut le définir? Alors, peut-être honneur aux dames. Donc, je vais donner d'abord la parole à Céline Pelosi et ensuite à Bertrand Deloste et Francis Bucaille. Oui, ben, donc la notion de sol, la notion de fertilité, qualité, santé des sols, c'est un concept, ce sont des concepts qui sont assez larges. Il y a plusieurs définitions qui ont été données. Mais en gros, moi, celle que j'utilise, c'est une capacité je relie ça au concept de durabilité. Et donc, l'idée, c'est un sol en bonne santé, c'est un sol qui peut à la fois assurer la nutrition des plantes, donc qui va servir de support pour les cultures, pour la production végétale, mais aussi un sol qui va pouvoir être un support de biodiversité. Donc, de plus en plus, on considère la composante biologique dans le sol. Donc, voilà, pouvoir être le support de biodiversité et promouvoir les interactions bénéfiques qui se passent dans ce compartiment. Ok. Bertrand Deloste. Je suis tout à fait d'accord avec Céline. C'est vrai que c'est une notion assez large. Alors, en fait, la fertilité du sol, on a du mal à l'aborder de façon globale. Du coup, on se sent un peu obligé de la compartimenter
en fertilité physique, fertilité biologique, matière organique, fertilité chimique. Pour moi, c'est l'interaction de tous ces paramètres-là, de toute façon. S'il y en a un qui ne va pas bien, ça aura des conséquences sur les autres compartiments. Donc du coup, c'est assez délicat d'approcher la fertilité des sols de façon globale. Ok. Pour moi, il y a aussi la notion de résilience pour la fertilité des sols. Ok. Francis Bucaille. Évidemment, je vais être d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis, je me joins à mes deux collègues pour dire qu'évidemment, c'est une notion assez complexe. Je vais essayer de tirer quand même quelques grandes lignes par observation, par déduction. On peut dire qu'un sol, au moins encore de la résilience et de la vie, au moins quand il y a de la verticalité. Ce que j'appelle la verticalité, c'est quand l'horizon superficiel est encore relié aux horizons plus profonds. Et on le sait, il peut y avoir de multiples facteurs qui empêchent ces enracinements profonds de se faire encore. Donc, la définition de la vie ou de la mort, je pense déjà qu'elle commence par là. Et puis, une définition complémentaire que je donnerais, c'est la suivante. C'est quand on a l'essentiel des fonctions qui étaient évidemment présentes quand le climax était installé sur le sol. Et évidemment, sous nos contrées tempérées, c'est plutôt la forêt de feuillus qui était installée. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a une activité biologique présente, et je reprends le compartiment que décrivait Bertrand. Donc la biologie, c'est d'abord de l'enracinement, ce sont des racines et une microbiologie associée. On cite souvent les vers de terre, mais il n'y a pas seulement que des vers de terre. Je le dis au passage, on pourra peut-être revenir là-dessus, mais il y a des sols où il n'y a jamais eu de vers de terre profond, il n'y en aura jamais, y compris en France. Et évidemment, on ne peut pas fixer, donner cette définition, présence ou absence de vers de terre, comme étant l'un des signaux ou les seuls signaux. Il y a des sols où ce ne seront que les fourmis, entre guillemets, qui vont faire le travail, par exemple. Sur le plan physique, j'en ai déjà parlé, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'interruption. En matière de chimie, c'est très influencé aussi par la microbiologie. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais sous forêt, on a des ratios bactéries-champignons qui sont, on va dire, plutôt favorables aux champignons. Dans les sols cultivés, on a des ratios qui s'inversent un tout petit peu. Et puis enfin, sur le plan hydrique, et c'est lié bien souvent aux trois indicateurs que j'ai donnés précédemment, on peut avoir des capacités de stockage et d'absorption d'eau, et puis la capacité à la restituer aussi. Donc, la fertilité, évidemment, ne va s'exprimer que si chacun de ces 4 compartiments sont opérationnels. C'est un peu complexe, mais la question était simple, mais la réponse est forcément un tout petit peu complexe. Très bien. Marion, peut-être tu souhaitais poser une question, je crois. Oui, effectivement. Enfin, vous avez là parlé de fertilité vraiment des sols, mais on a plusieurs usages des sols aujourd'hui, enfin, que ce soit en fonction des cultures, on parle stockage du carbone, on parle biodiversité. Est-ce qu'il y a une fertilité unique pour différents usages? Et est-ce que les usages du sol sont antinomiques? Ou finalement, est-ce que quand le sol est en bonne santé, c'est un tout et tous les usages vont pouvoir, ça va servir à tous les usages? Je ne sais pas qui veut répondre en premier peut-être sur cette question. Je peux donner des éléments de réponse. Je dirais qu'à partir du moment où un sol est fertile, absolument toutes les cultures et tous les usages sont possibles. Je dirais qu'il n'y a qu'un usage qui n'est pas possible quand on a une très bonne fertilité, c'est pour faire des parkings et des autoroutes. À ce moment-là, il faut vraiment déstructurer, il faut passer du ripper, il faut compacter, on mouille, bref, on fait des travaux publics. Mais quand un sol fonctionne très bien, on peut installer du pâturage, on peut installer des légumes, on peut installer évidemment des céréales, des oléoprotéagineux, de l'arbre fruitier et de la vigne. C'est ma vision. Alors Céline… Non, mais c'est juste pour compléter, pour dire que moi, je suis complètement d'accord sur un sol fertile.
on peut faire ce qu'on veut. Nous, on s'est pas mal posé la question, notamment dans le cadre de l'écologie urbaine, sur des sols qui sont dégradés, donc des friches urbaines ou des sols contaminés. En fait, est-ce que ces sols-là sont capables de rendre les services? Donc, on parle beaucoup de services écosystémiques. Voilà, quels sont les services qu'on peut demander à des sols qui vont être plus ou moins dégradés? Voilà, c'est là qu'il va y avoir des limites et des choses à remettre dans un cadre plus durable. D'accord. Est-ce que vous pensez que les sols agricoles sont appauvris en France par rapport à nos voisins ou finalement on est dans la moyenne? Alors du coup, j'ai passé la question à Bertrand Deloste qui n'a pas parlé là. Alors, moi, mon opinion sur par rapport à nos voisins européens, c'est, je pense qu'en France, on est quand même assez précurseur quand il s'agit de problématiques agro-environnementales. On a des agriculteurs qui font très bien leur métier avec les contraintes qu'ils ont. Il y a un changement de mentalité et je pense qu'on est quand même assez bien placé en France par rapport à la santé des sols. D'accord. Alors, c'est un avis complètement général, hein, voilà, évidemment, il y a des exceptions. Mais pour moi, la France, les sols se portent plutôt mieux qu'ailleurs en D'accord. Europe. Ok, Francis Bucaille, est-ce que vous partagez cette opinion? Je trouve Vous avez effectivement, beaucoup là on voyagé. va faire un petit cocorico. Je trouve que l'agriculture française a opéré une grosse prise de conscience. Il y a des réseaux, hein, le réseau base, il y a l'ACS, il y a PADV, hein, pour une agriculture du vivant, il y a maraîchage en sol vivant, il y a vers de terre production, etc. Il y a quand même beaucoup d'initiatives venant soit de producteurs, soit d'organismes, on va dire, publics ou semi-publics qui se sont lancés dedans. Et puis, on a la preuve ici aussi que l'INRAE, par exemple, a opéré réellement, je dirais presque une révolution culturelle, hein, puisqu'on était vraiment tous, et pas seulement l'INRA, orientés vers la production, et on commence à se demander un tout petit peu pourquoi. Je vais le prolonger au niveau européen. Il y a quand même de l'hétérogénéité. Par ma connaissance, je dirais que il y a certaines dégradations qui ne se sont faites au niveau européen qu'à partir des années 90, c'est-à-dire après l'ouverture de l'Europe de l'Est, alors à la fois à la technique occidentale, mais aussi aux molécules agressives, au travail du sol plus ou moins agressif. Donc, on va dire ils ont commencé une dégradation un peu plus tard que nous. Ceci dit, ils sont sur une prise de conscience qui est plus tardive. Alors, je ne suis pas sûr qu'au total, ils n'iront pas jusqu'au point de dégradation des sols que nous avons atteint nous-mêmes. Et puis, je veux quand même préciser, parce qu'il y a beaucoup de catastrophisme autour de la santé des sols, de la fertilité des sols, je veux vraiment affirmer ici que les sols ne sont pas morts. Hein, il y a 3,5 milliards d'années, il n'y avait pas de vie dans les sols, mais aujourd'hui, on a des sols qui sont égratignés, qui ont, on va dire, quelques difficultés, mais quand on commence à faire les choses bien, on peut avoir des restaurations de fertilité qui peuvent être très rapides, de l'ordre de plusieurs années, hein, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais ce ne sont pas des dégradations irrémédiables chez nous. Ok, alors on reviendra là-dessus. Céline Pelosi, est-ce que vous souhaitez réagir sur la partie état des sols en France par rapport à nos voisins? Je voulais surtout compléter la réponse de Francis, là, où je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Bertrand et Francis. Juste dire qu'effectivement, je pense qu'on sous-estime quand même la résilience des sols en France et en Europe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place des pratiques qu'on dit alternatives, enfin voilà, qu'on change un petit peu les pratiques conventionnelles, ça peut se remettre en place très vite. Nous, on l'a constaté surtout pour le travail du sol sur les macro-invertébrés, donc les vers de terre. En 1 an, 2 ans, 3 ans, on récupère des populations qui sont vraiment très, très riches et très diverses. Et en ce qui concerne l'arrêt des produits phyto, par exemple, c'est plus long. On a vu qu'il fallait 10-15 ans
pour voir, bon, je parle des vers de terre parce que c'est ce que j'avais suivi dans des essais expérimentaux, mais il faut plusieurs années avant que le système puisse se remettre en place. À la fois, il y a la rémanence des produits qui ont été utilisés, qui n'étaient pas ceux qui sont utilisés maintenant. Faut être clair, hein. Il y a 15 ans, ce n'était pas la même toxicité et la même rémanence. Il y a aussi des liaisons qui peuvent se faire avec la matière organique, ce qui fait qu'à un moment donné, les contaminants ne sont plus disponibles et puis ils se délient et donc ils redeviennent. Donc il y a une évolution des contaminants dans les sols. Il y a les molécules filles, c'est-à-dire que les produits de dégradation, les métabolites, vont impacter parfois plus les organismes du sol que les molécules parents. Et puis, il y a aussi l'environnement parcellaire, ça c'est très important également. Qu'est-ce qui entoure les parcelles et qui va permettre de recoloniser, une recolonisation, ça on parle beaucoup de ça, la récupération. Donc, quand on passe d'un système à un autre, il faut forcément que c'est un jeu de source et de puits. Il faut qu'il y ait des possibilités de recolonisation par l'extérieur. Donc tout ça, ça prend du temps. Non, mais très bien. J'en profite parce que vous abordiez le sujet là. Donc, en tout cas pour vous, les pratiques traditionnelles agricoles qu'on a pu avoir il y a des années ont eu un impact sur les sols. Déjà, première partie de la question. Et la deuxième, c'est vous avez fait des travaux, ce que vous disiez, sur les vers de terre et notamment les produits phytosanitaires. Est-ce que vous pourriez nous résumer très rapidement un peu les conclusions, voilà, ce que ça a entraîné? Donc, pour la première question, je dirais oui, mais là, j'enfonce les portes ouvertes, ça c'est connu. Hein. Je veux dire, le travail du sol excessif, en fait, c'est tout ce qui va être excessif qui nuit. Voilà. C'est tout ce qui n'est pas raisonné. Moi, je ne dis pas le travail du sol, il faut l'éradiquer. Les pesticides, il faut les éradiquer. Il y a des produits de biocontrôle, il y a beaucoup de solutions alternatives qui se mettent en place. Et donc, voilà, tout ça, c'est à raisonner en fonction des contextes climatique et agronomique. Et en ce qui concerne l'étude qu'on avait menée, on s'est posé la question de savoir si, en fait, on s'est interrogé sur l'état de contamination des sols par des pesticides couramment utilisés en grande culture dans des zones, dans une zone donc du côté de Niort, là, la zone atelier Plaine et Val de Sèvres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé des sols dans 3 types d'habitats, des parcelles cultivées en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, des haies qui entouraient ces parcelles et des prairies temporaires ou permanentes. Et on a dosé 31 molécules pesticides dans ces sols et dans des vers de terre qu'on a trouvés dans ces habitats. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et donc, on a trouvé que les sols étaient contaminés de façon générale. On n'a pas trouvé un seul de ces échantillons sur les 180. Il n'y avait pas un seul qui n'avait aucun pesticide, que ce soit du bio, de la prairie permanente. Et on s'intéressait, dans ce projet-là, on s'intéressait à la configuration du paysage et la façon dont les éléments du paysage influençaient les transferts dans les parcelles, justement. Et donc, on s'est rendu compte que des paysages plus riches en éléments semi-naturels laissaient moins la place au transfert. Mais en gros, on a trouvé des forts taux de contamination des sols et dans les vers de terre également, et surtout à des doses qui pouvaient influencer négativement la reproduction des vers de terre. Des contaminations à quoi, comme type de molécules ou... Alors, on a trouvé une contamination quasi systématique à l'imidaclopride, diflufénican, et puis conazole, surtout époxyconazole. Mais ça, au travers des études qui sont publiées récemment, c'est malheureusement ce qu'on retrouve, hein, c'est assez récurrent. Et on avait aussi des cocktails de molécules, assez souvent un insecticide, un fongicide et un herbicide. Donc, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais dans en gros 50% des cas, on retrouvait systématiquement les trois types de pesticides. D'accord. Francis Bucay, vous voulez peut-être réagir sur ce sujet-là que vous avez abordé notamment dans votre livre. Oui, évidemment, je suis d'accord à la fois sur les effets cocktails et puis sur la rémanence, sur les demi-vies des molécules qu'on retrouve dans les sols. Il me semble, par observation et par expérimentation, qu'il y a certaines molécules qui sont plus préjudiciables à l'équilibre global du sol. Et si je devais reprendre non seulement
les molécules qui sont utilisées, et je vais les diviser en grandes familles, hein, entre les herbicides, les fongicides et les insecticides. Il semblerait que les insecticides, évidemment, vont avoir un impact majeur sur la microfaune et la macrofaune, évidemment, dans un premier temps. Et les fongicides, et spécialement certaines familles, qui sont des inhibiteurs de certaines enzymes, hein, je ne vais pas le faire trop compliqué non plus, mais je songe entre autres au SDHI, hein, les succinates déshydrogénases inhibiteurs, ont des impacts majeurs sur la microbiologie des sols, en ce sens qu'ils peuvent complètement déséquilibrer les ratios bactéries et champignons. Et je vais donner juste un ordre de grandeur, hein, c'est un ordre de grandeur, mais les champignons, et je songe à ceux qui ont des petits chapeaux, hein, les basidiomycètes, etc., sont capables d'avoir un métabolisme très efficace. Ils ne rejettent, entre guillemets, que 50% dans l'atmosphère du carbone qu'ils absorbent sous forme de CO2. Les bactéries ont un métabolisme très puissant, actif, etc., et peuvent libérer jusqu'à 85% du carbone qu'ils ingèrent sous forme de gaz carbonique. Donc, on devine tout de suite que ce ratio-là, influencé justement par les molécules utilisées, peut avoir des impacts en cascade sur les taux d'humus, sur le stockage du carbone et donc sur la résilience et ce qu'on appelait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un sol vivant ou mort? Donc, je pense réellement qu'il y a des molécules un peu plus pénalisantes pour l'écosystème en général. Ce qui ne, derrière mes propos, surtout, je n'exonère pas par ailleurs les DFF, hein, ce qui a été cité tout à l'heure par Céline, bien évidemment, tous les désherbants, etc. Mais il me semble par observation qu'il y a vraiment des impacts majeurs par rapport à certaines molécules. Et juste un dernier mot, vraiment aussi par observation, les derniers fongicides sur céréales, sur culture, sont vraiment très préjudiciables parce que par définition, ils sont encore présents dans les tissus qui doivent être digérés par la microbiologie, et je dirais même par la microfaune, les carabes, etc. Et plus on a des épisodes climatiques extrêmes, c'est-à-dire avec des sécheresses et des chaleurs soudaines, plus on va avoir de ces molécules-là qui vont être emprisonnées dans les tissus, dans les pailles, hein, pour être très clair, parce que le fin de cycle se fait tellement vite qu'on peut avoir ce phénomène-là. Donc ça, c'est vraiment nouveau, en fait. C'est lié à ces nouvelles molécules dont vous parliez là. Oui, oui. D'accord. Alors, pour continuer sur cette partie un petit peu cause et conséquences, dans les pratiques culturelles, alors, il y a aussi, on a parlé beaucoup de molécules, mais il y a aussi les pratiques au champ avec les machines. Sur le tassement des sols, Bertrand Deloche, je crois que vous avez travaillé plus particulièrement là-dessus. Alors, quelles sont les conséquences des pratiques culturelles, et notamment du tassement des sols sur la santé des sols? Alors, donc nous, chez AgroTransfert, il y a eu un projet qui s'appelait Sol Défi, donc qui a duré 6 ans, et qui était parti d'un diagnostic en fait régional dans la région de France sur l'état physique des sols. Et on s'était rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une grosse proportion de parcelles qui étaient tassées, et parfois de façon assez profonde. En soi, le tassement, il va avoir des conséquences, ça c'est clair et net, sur par exemple l'infiltration de l'eau, sur l'oxygénation du sol, sur vraiment beaucoup d'éléments, même sur la biologie, l'enracinement des cultures, voilà. En fait, c'est des conséquences assez évidentes. Mais en fait, les tassements ne sont pas préjudiciables sur le long terme s'ils restent superficiels, en fait. Ils sont rattrapables. Le gros problème, c'est les tassements profonds. Qu'il va falloir, et en plus, selon le type de sol, le sol va se régénérer plus ou moins vite. Sur un sol qui a très peu d'argile, il va y avoir beaucoup moins de travail de gonflement avec l'humidité, de rétractation avec les sécheresses, pour refissurer le sol qui a été compacté préalablement.
Donc, un tassement profond sur un sol pauvre en argile, par exemple, peut se retrouver 20 ans, 30 ans plus tard, hein. Donc, et là, on aura une très mauvaise infiltration de l'eau, donc de l'eau qui stagne sur les horizons plus superficiels, donc une anoxie du sol, donc des conséquences sur la biologie, et sur les cultures, évidemment. Donc, c'est vrai que le tassement est assez problématique, surtout que depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis la fin des années 90, on a des chantiers de plus en plus lourds, dû à un manque de main-d'œuvre agricole, hein, à la base. Hein, on a moins de monde pour faire le même travail, donc forcément les machines sont plus grosses. Et donc du coup, surtout dans la région de France qui est assez abonnée aux cultures contraignantes là-dessus, comme pommes de terre, betteraves, on a des intégrales à betteraves qui pèsent 60 tonnes, très pleines, voilà. Et même si les constructeurs font des pneus larges, etc., pour augmenter la surface de contact et donc du coup répartir la masse, on a quand même des machines très très lourdes. Donc, un autre facteur qui influence beaucoup le tassement, c'est l'humidité du sol. Et plus un sol est humide, plus il sera sensible au tassement. Et du coup, en fait, les agriculteurs, ils sont un peu tiraillés entre faire attention. Il y en a beaucoup qui font attention à leur sol, mais c'est pas forcément eux qui décident de la date de récolte. Voilà. Et du coup, ils vont quand même créer du tassement parce que voilà, la date d'arrachage a été fixée par l'entrepreneur. Du coup, voilà, et s'il a plu abondamment les jours précédents, bah, ils y vont quand même. Et du coup, ils vont, même les agriculteurs qui font attention vont du coup créer du tassement. Et donc, du coup, en Haute-France, on est globalement sur des sols assez pauvres en argile, donc avec une régénération naturelle des tassements assez faible. Et en fait, du coup, on ne peut pas supprimer le travail du sol après un tassement. En fait, on est obligé de donner un coup de pouce au sol quand même pour recréer une porosité, recréer de la fissuration et corriger tout ça. Donc voilà, c'est une notion de pour, de contre, c'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi, en fait. Ok. Francis Bucaille, je crois que c'est un élément que vous évoquez également dans votre livre, le tassement des sols. Est-ce que vous souhaitez préciser certaines choses ou apporter des éléments? Oui, je pourrais juste donner quelques éléments de réflexion supplémentaires et évidemment qui corroborent complètement ce que vient de dire Bertrand. J'ai lu certaines de vos publications et travaux, donc félicitations au passage. En ce qui concerne les tassements des sols, évidemment, il y a des éléments structurants ou restructurants, je dirais, spontanément restructurants. Et les deux éléments restructurants, ce sont les argiles, comme le disait Bertrand, et puis qui donnent de la porosité et qui peuvent permettre de refaire des passages pour les eaux, etc., ce sont les vers de terre. Donc, il y a des sols plus ou moins sensibles. Je dirais les plus pénalisés, ce sont les sables et les sables limoneux, parce qu'on n'a à la fois ni argile, ni vers de terre profond. Quand on a des sables siliceux, on a très peu ou pas de vers de terre en profondeur. Donc là, c'est la double peine parce qu'on n'a ni l'effet restructurant biologique, ni l'effet restructurant minéralogique. On n'a ni l'un ni l'autre. Les argiles, avec leur capacité à se gonfler et à se rétracter et à faire des fissures qui, quelquefois, peuvent descendre jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50 de profondeur. Donc ça, c'est la première chose, c'est tout à fait exact. Sur l'humidité aussi, il y a des choses vraiment très curieuses, puisque j'ai fait des travaux, entre autres avec notre producteur de pneus agraires national, Michelin, où on s'aperçoit quelquefois qu'on a des choses vraiment désagréables à l'œil, effrayantes à l'œil, quand on a des niveaux d'humidité importants et qu'on a un seul passage. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en fait, on peut avoir simplement du déplacement de matière.
c'est-à-dire que l'entièreté du volume qui a disparu sous le pneu se retrouve sous forme de lèvres de chaque côté. Et à ce moment-là, on a très peu de compression. Si on passe qu'une seule fois, si on passe 2 fois, 3 fois, 4 fois, évidemment, on va avoir la compression. Donc, quelquefois, le pneu large, ne provoquant pas du tout, ne chassant pas du tout de terre sur les côtés, quelquefois, dans certaines situations très particulières, peuvent générer quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Et puis enfin, un troisième point qui est majeur, on oublie souvent que le matériel agricole, avec son poids, est le révélateur d'un dysfonctionnement du sol. Il n'est pas toujours la cause première. Je me suis aperçu de ça, et je le cite dans mon livre, à partir d'observations sur des alternances pâturage seulement une année, spécialement au Brésil, en Amérique du Sud, et puis avec de la culture pendant 5 ou 6 ans. Vous savez, le sabot d'une bête, c'est une pression énorme, hein, ils ne sont pas équipés basse pression, hein, les bovins. Et j'ai vu les compressions les pires que j'ai jamais rencontrées dans ce système alternant. Et on pense pâturage, pas de compression puisqu'il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de compression parce qu'on a d'abord un mât racinaire, hein, une densité racinaire tellement importante qu'on a des capacités de résistance et d'absorption de la pression. Et puis il y a une microbiologie. Et je vais juste terminer là-dessus. La microbiologie est faite de telle manière que si on a des champignons avec ces mycéliums, il faut le voir, tous ces mycéliums, comme de minuscules élastiques qui donnent et qui confèrent au sol, avec la combinaison des racines, ce qu'on peut appeler des caractéristiques de mémoire de forme. C'est-à-dire qu'on va avoir comprimé le sol et puis quelques minutes et puis quelques jours, parce qu'il y a, et puis quelques semaines après, on s'aperçoit que les particules ont repris la position où elles étaient auparavant. Et quand on a des dominantes bactériennes qui produisent, qui font des colonies et qui produisent des gommes bactériennes, on s'aperçoit que quand il y a une compression, eh bien le volume comprimé va rester en l'état parce que les gommes bactériennes vont avoir fait leur effet. Donc la microbiologie est aussi l'un des facteurs importants dans les phénomènes de compression, de tassement des sols. D'accord, donc un sol vivant se tassera moins, sera moins soumis potentiellement à des phénomènes de tassement. Absolument, Je voudrais absolument. ajouter autre chose. La porosité verticale est moins sensible au tassement que la porosité horizontale. Donc, en gros, le travail du sol a tendance à fragiliser, à créer de la porosité un peu dans tous les sens, et du coup, à rendre une structure plus sensible au tassement par rapport à un sol non travaillé qui, certes, est peut-être un peu plus dense à la base, mais sans être être qualifié de tassé non plus. On le voit très bien quand on voit une machine passer et qu'ensuite on fait un profil de sol. On voit très bien que les galeries de vers de terre anétiques, donc c'est des gros vers de terre qui font des galeries verticales permanentes, sont toujours là. C'est comme si vous prenez une paille, alors je sais que c'est interdit maintenant les pailles en plastique, mais si vous prenez une paille dans le sens de la longueur et que vous appuyez dessus, ça va être très dur. Si vous le prenez dans l'autre sens et que vous appuyez dessus, et ben ça s'écrase très facilement. Donc là, c'est le même principe. Ah, très bien. Moi, j'avais une question pour Céline Pelosi, parce que vous avez travaillé sur des grandes cultures, mais aussi de la vigne, sur l'impact que peuvent avoir des rotations sur la fertilité des sols. Parce que dans le cas de la vigne, on est vraiment sur une monoculture, donc on est à l'extrême. Mais est-ce que, en gros, plus une rotation est longue, finalement, plus on a une vie riche ou pas, d'ailleurs? On ne vous entend pas. Ah, ouais. Est-ce que l'un d'entre vous, Bertrand ou Francis, veut peut-être dire un mot sur la question des rotations Alors, je pense que allonger les rotations, c'est une bonne chose. Après, ça dépend quelle culture on met dedans. Vous m'entendez? Il y a des... Ah, Oui. Ah, c'est bien revenu. bah, très bien. Bon, Merci, Bertrand. ouais. Donc oui, ça dépend des cultures qu'on met dedans. Forcément, si on a des cultures qui nécessitent beaucoup de travail du sol, de préparation de semis, etc., qui interviennent régulièrement le long de la rotation,
ça va être compliqué. Si on est avec des cultures type céréales, hein, voilà, ça sera tout de suite plus simple. Par exemple, en France, on est très souvent dans des systèmes avec betterave en tête de rotation, ensuite on met un blé, ensuite une pomme de terre, ensuite on remet un blé, ensuite on met un légume. Et en fait, en gros, 1 an sur 2, on est sur des cultures qui sont exigeantes en termes de préparation de sol. Et donc, du coup, là, on fragilise cette structure du sol, on crée beaucoup de terre fine, qui est très sensible au tassement au moment de la récolte, ou même de l'implantation, on l'a vu en pomme de terre. Donc, en fait, qui revient à intervalles réguliers, en fait. Et du coup, on a du mal à, même en ayant des rotations longues dans ces systèmes-là, à préserver la structure du sol. Ok, Céline Pelosi, du coup, maintenant, on vous a retrouvé. Oui. Désolée. Donc, en fait, oui, effectivement. Alors, moi, je dirais qu'on a tendance à dire quand même qu'avec les systèmes de culture alternatifs, les rotations se sont allongées. Donc, il y a de plus en plus de cultures différenciées. Il y a des cultures, effectivement, qui vont être très… En fait, il faut raisonner en termes d'itinéraire technique. Donc, l'itinéraire technique, c'est la rotation et les pratiques qui sont faites dans les différentes cultures. Et il y a des cultures qui vont plus ou moins favoriser la récupération, la vie du sol, etc. Donc, les couverts intermédiaires, les légumineuses, en fonction de ce qu'on utilise. Enfin, tout ça, c'est des leviers pour aller vers de la régénération, donc la plante qu'on utilise. Et je dirais que, effectivement, les rotations, c'est quelque chose qui a résonné voilà, sur du long terme. Avec, il y en a qui vont, par exemple, qui vont pratiquer les apports organiques. Donc, dans certains types de systèmes pour nourrir les sols, donc je pense à l'agriculture biologique, il y a des modes de gestion, des modes de production qui vont favoriser plutôt des rotations longues avec forcément de l'inclusion de légumineuses dans les rotations et des apports organiques. Bien, tout ça, c'est pas l'arrêt des pesticides simplement quand on parle de mode de gestion alternatif, c'est toutes les pratiques qui accompagnent cette gestion. Alors, on va revenir sur la partie solution pour restaurer la fertilité des sols. Mais juste encore deux petites questions sur la partie causes et conséquences. Une question sur le climat. Donc, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Est-ce que le climat a aujourd'hui des conséquences sur la santé des sols? Francis Bucaille. Alors, évidemment, le climat a un impact. Je dirais déjà, ne serait-ce que par les dates de récolte. Je m'explique. On a des dates de moisson qui sont de plus en plus avancées. En Normandie, d'où je suis originaire, c'était une exception de parvenir à terminer la moisson avant le 15 août. Aujourd'hui, on est en retard quand on n'a pas fini au 31 juillet, hein, c'est très clair. Les dates de vendange aussi ont en moyenne avancé de 18 jours, je crois que c'est ça depuis 30 ans. Et on a d'ailleurs, les dates de récolte de vendange sont très bien tracées par des manuscrits anciens. Emmanuel Leroy-Ladurie a fait un travail fantastique dans ce domaine-là, l'historien bien connu. Ça a quoi comme conséquence? Ça veut dire qu'on a une période de plus en plus longue en été où le sol est nu, c'est-à-dire qu'il est exposé au soleil. Les prairies n'échappent pas à cette règle-là et à cette observation-là. On voit en France 40%, 50%, voire un peu plus du territoire qui est comme un paillasson brûlé. Quelles conséquences est-ce que ça a? Tout simplement déjà que le sol est au moins 15 degrés plus chaud là où on n'a pas de couverture verte par rapport à un sol nu. Ça a un impact direct évidemment sur la microfaune et la macrofaune qui résistent mal aux rayons UV. Les vers de terre, évidemment dont Céline connaît bien le cycle, etc., et le mode de vie, n'aiment pas du tout. Évidemment, ils peuvent se réfugier dans leur chambre de diapause, mais en attendant, ils sont quand même plutôt sur le mode pause. Hein. Et donc, globalement, on a ce phénomène-là. Et
je voudrais juste attirer l'attention. Je pense que nous pouvons avoir une action, une interaction avec le climat, à contrario, en utilisant ce système-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que les cultures d'été sont aussi quelque chose qui peut limiter les effets au niveau d'une petite région, voire d'une grande région, et pourquoi pas d'un pays, sur la température ambiante. On peut vraiment avoir une influence très forte là-dessus, pour deux raisons. La première, c'est qu'on va faire de l'évapotranspiration. Ça veut donc dire qu'on crée des nuages. Et puis, deuxième phénomène qui est maintenant de mieux en mieux établi, il y a sur la phylosphère, c'est-à-dire sur la surface des feuilles, des milliards de micro-organismes qui peuvent être emmenés dès qu'il y a un petit courant d'orage, un vent d'orage. Et ces bactéries, on le sait maintenant, servent de noyau de nucléation autour desquels s'agrègent les micro-gouttelettes d'eau dans les nuages, et une fois que la masse critique est atteinte, ça tombe, et c'est ce qu'on appelle de la pluie. Donc, il y a une rétroactivité très, très importante entre la végétation et le climat. Donc, je voulais juste dire par rapport au changement Influence climatique. du climat, voilà. Oui, voilà. Donc, nous, c'est une problématique qui nous intéresse particulièrement en région PACA. Et donc, en vigne, on travaille là-dessus. Moi, je dirais qu'effectivement, les changements climatiques, donc surtout ce qui va être très prégnant, c'est les régimes de pluviométrie et de température, c'est la durée l'intensité de ces événements pluvieux et de ces périodes de sécheresse. Donc, les périodes de sécheresse qui vont s'intensifier et les événements pluvieux qui vont être de plus en plus violents. Et donc, nous, c'est vrai qu'on y est vraiment confrontés en région PACA. Et donc, ça, c'est très dommageable parce que l'augmentation de la durée de la sécheresse des sols, elle va jouer sur l'activité biologique, elle va jouer sur l'état des sols physiques et aussi sur l'activité biologique. Donc, il y a des espèces qui ne se maintiennent dans les sols, des espèces de vers de terre notamment, qui ne se maintiennent dans les sols dans les moments de sécheresse que par des œufs, donc des cocons. Mais ces cocons, ils ont une durée de vie limitée quand même. Et si les périodes de sécheresse s'intensifient, durent trop longtemps, eh bien, il y a de la perte. Notamment, il y a des espèces qui ne pourront plus se maintenir dans les sols. Nous, on voit en région PACA, il y a des espèces déjà très typiques que moi, je n'ai pas rencontrées ailleurs en France, des espèces endémiques qui sont liées au sol. Alors, les sols de vigne, c'est des sols qui sont particuliers, hein, mais c'est des espèces qui sont liées au climat, qui sont adaptées au climat. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces espèces-là, si ça devient trop drastique, elles ne pourront plus se maintenir. Donc, les espèces, elles se sont adaptées hein, dans l'histoire du monde, mais là, c'est quand même assez rapide. Et du coup, est-ce qu'elles vont avoir le temps de s'adapter? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'elles vont pouvoir se maintenir? Et ça, c'est un cercle vicieux parce que à partir du moment où les vers de terre ne sont plus là pour assurer le drainage, entre autres, hein, l'état des sols n'est plus en capacité, les sols ne sont plus en capacité de drainer l'eau, il va y avoir des problèmes de lessivage, d'érosion, d'engorgement. Et donc, tout ça, ce sont des cercles. Alors, il y a des pratiques qui se mettent en place, notamment dans les vignes, on en reparlera, mais l'implantation de couverts, des apports de matière organique qui peuvent aider à pallier à tout ça, à garder une humidité du sol. Enfin, voilà, on pourra en discuter, mais oui, il y a des… Et nous, on met en place, on a un essai à INRAE à Avignon qui s'appelle Mediclim, dans lequel on essaye de maîtriser les apports d'eau au sol, donc soit avec de l'irrigation, donc on augmente les périodes d'humidité des sols, donc au niveau du printemps et de l'automne, on irrigue. Et puis, il y a des systèmes aussi sur lesquels on bâche pour éviter l'arrivée de l'eau au sol. Et on a très rapidement, effectivement, des réponses, que ce soit, on travaille sur les activités enzymatiques. Vous m'entendez? Oui, très bien, ouais. Activités enzymatiques des sols, la mésofaune, les vers de terre, donc on a différentes actions. Et aussi, on s'intéresse aux fonctions. Donc, finalement, la biodiversité, mais un gros challenge, c'est d'arriver à lier la biodiversité avec les fonctions qui sont assurées. Alors, sur la théorie, ça va, il y a des flèches qui se font entre les fonctions, les services écosystémiques et les organismes présents, mais concrètement parlant, ce n'est pas facile de relier des communautés avec des fonctions et des services assurés, quoi. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire dans ces systèmes où on maîtrise la quantité d'eau au sol. Est-ce que les agriculteurs, ils ont conscience de l'état de leur sol et de la nécessité d'agir?
Quelle perception ils ont du sujet? Alors, jusque dans les années, dans les années 2010, le sol était un peu en retrait des préoccupations. Mais depuis 2010, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas pour les agriculteurs de Hauts-de-France. Il y en a beaucoup qui prennent conscience que le sol, c'est pas juste un support culture, c'est aussi vraiment un outil à part entière pour leur culture et qu'il faut le préserver. Et on l'a bien vu, on a vu de plus en plus une réelle augmentation de l'utilisation d'outils de diagnostic par les agriculteurs. Ils sont, alors vis-à-vis du tassement évidemment, hein, c'est plus mon domaine, des tests bêches, ou alors carrément du mini-profil avec le fourche télescopique, etc. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont pris conscience qu'il y avait un enjeu là-dessus. Et pareil, avec, je pense aussi le concours des constructeurs de machines, avec des pneus basse pression, du télégonflage, des choses comme ça, ou des dimensions de pneus qui augmentent les surfaces de contact. Je pense que ça va dans le bon sens là, de ce côté. Francis Bucay, est-ce que vous pensez que les agriculteurs sont bien conseillés sur ces questions de revitalisation et de fertilité des sols? Le sujet est presque politique. On l'a fait un peu exprès. Hein. On va dire qu'il y a de plus en plus de conseils et la loi Egalim d'ailleurs participe, je pense, c'est naissant, mais la loi Egalim commence à participer justement à du conseil indépendant. Vous savez, vous connaissez un peu la dualité, hein, quand on est à la fois docteur et pharmacien, il y a un tout petit peu de difficulté à concilier les deux choses. Il commence à y avoir des gens énormément formés. On voit monter en puissance certaines sociétés de conseil, donc je ne vais pas les nommer, mais qui comptaient 2 ou 3 personnes il y a seulement 4-5 ans et qui sont aujourd'hui 15, 20, 25 personnes. Non, je parle de structures françaises et qui ne dédient leur activité qu'à 100% à la fois au conseil et à la formation. Donc ça, c'est en train de monter en puissance. Et puis, je vais même compléter un tout petit peu la réponse parce que vous savez, il faut le conseil et puis des gens capables d'accepter le conseil et prêts à être le réceptacle de ce conseil et de ces alternatives proposées. Je vais compléter ce que disait tout à l'heure Bertrand, c'est-à-dire la prise de conscience des agriculteurs. Je sens réellement, pour les côtoyer, et évidemment au quotidien, qu'il y a une réceptivité plus grande. Et ce n'est pas forcément, je dirais, une prise de conscience soudaine, un esprit vert qui tombe sur la paysannerie française tout d'un coup, mais il y a d'abord des retraits de molécules qui laissent évidemment quelques problématiques non résolues. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des impasses techniques. Et là, on a autour de notre webinaire des gens qui connaissent bien la betterave, bien évidemment, n'est-ce pas Adrien, où il y a des problématiques qui surgissent comme ça tout d'un coup, comme les viroses, hein, qui sont vraiment très pénalisantes. On a eu la rhizomanie à un moment donné, etc. Et on a beaucoup d'agriculteurs qui se disent, mais il y a des itinéraires culturaux qui marchaient très bien il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et on a l'impression qu'il y a des pans qui tombent tout doucement. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Céline à partir des études enzymatiques et des fonctions. Il y a des fonctions qui sont encore présentes dans les sols, dans les agrosystèmes, alors que les micro-organismes
ou la microfaune qui avait généré ces fonctions-là ont disparu. Je m'explique, un trou de ver de terre, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Il meurt, sa galerie est encore là et peut encore jouer son office pendant quelques années. Mais au niveau des bactéries, et la plupart sont tellement petites qu'elles ne peuvent pas même contenir dans leur enveloppe toutes les enzymes, tous leurs outils, elles utilisent beaucoup d'exoenzymes, eh bien, il y a encore énormément d'exoenzymes, d'enzymes qui sont présentes dans les sols, qui font donc le boulot, hein, qui font le travail, mais certaines familles ne sont plus présentes ou suffisamment présentes. Donc, on met 3 ans, 5 ans, 10 ans avant de s'apercevoir que le système est en train de s'effriter. Et les agriculteurs aujourd'hui en prennent conscience. On appelle ça pudiquement la fatigue des sols. Vous savez, quand on parle de la fatigue des sols, c'est qu'on n'a pas tout compris. Il faut être très modeste en la matière. Hein. Il y a énormément de recherches en métagénomique et en analyse enzymologique qui sont en train de se réaliser. Mais ça, c'est, je dirais, l'autre facette. La réceptivité des agriculteurs est de plus en plus grande parce qu'ils sentent bien qu'il y a des pans de la résilience qui sont en train de tomber. Il y avait ces anonymes du sol qui faisaient tout un tas de travail, on ne les avait pas identifiés, ils ne sont plus là. Ok, très bien. Alors, je vois que le temps passe assez vite. On va passer à la dernière partie de notre webinaire sur les solutions à apporter au sol pour restaurer la fertilité. Alors, ça a déjà été évoqué par chacun de vous trois, mais on va peut-être revenir sur certains points. Bertrand Deloste, vous avez parlé du programme Sol Défi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? En quoi ça peut contribuer à restaurer la santé des sols et comment les agriculteurs peuvent s'approprier ces conseils ou formations liées à ce défi? Alors, ce n'est pas un programme, c'est un projet qui est porté par la région Hauts-de-France, l'Europe, et dont les partenaires sont les chambres d'agriculture, on a Arvalis, on a des coopératives, voilà, enfin, on a pas mal d'acteurs autour de la table sur ce projet-là. Donc, il y a eu une première phase de ce projet-là, je n'étais pas encore à GoTransfert, qui s'appelait Sol Défi 1, du coup, qui a duré 6 ans et qui a permis, donc, à la suite du diagnostic régional sur les tassements de sol, en fait, il manquait des outils de diagnostic aux agriculteurs. Donc, cette première phase du projet, c'était de créer des outils faciles à mettre en œuvre, que les agriculteurs peuvent s'approprier vraiment et maîtriser. Donc, on a mis en place une sorte de trio complémentaire d'outils de diagnostic des tassements de sol. C'est-à-dire donc la tige pénétrométrique, hein, il suffit d'avoir une tige en fer avec des poignées taillées en pointe et qui permet de se faire une idée de la résistance à la pénétration du sol et donc du coup à son niveau de compaction. En premier lieu. Ensuite, le test bêche avec une variante bioturbation. Donc c'est je trouve un bon indicateur à la fois de l'état structural du sol, jusqu'à 25-30 cm, ça dépend de la bêche qu'on utilise, et qui permet aussi de noter l'état de porosité dû à la biologie. Donc d'avoir une note en fait de traces d'activité biologique, afin de s'affranchir des contraintes de comptage de vers de terre, de période, etc. Au moins les traces d'activité biologique, elles restent dans le temps et quelle que soit la période à laquelle on fait l'observation, elles sont là, quoi. Et enfin, ce qu'on appelle le mini-profil 3D, donc c'est-à-dire de planter des fourches de télescopiques dans le sol et de relever et de faire une sorte de tranche de sol pour affiner ce diagnostic d'étassement. Donc tout ça, c'est des outils qui sont de plus en plus utilisés par les agriculteurs. Donc ça, c'était la première phase de Sol Défi. Et en fait, tous ces résultats étaient étayés par des résultats de plateformes expérimentales dans des conditions très carrées. C'est très bien ce que c'est que l'expérimentation agronomique. Mais parfois, l'expérimentation agronomique est un peu détachée de la réalité parce que voilà, on n'est
pas en conditions réelles d'un agriculteur avec ses contraintes de matériel, de timing, etc. Et en fait, ce qu'on a mis en place pour cette deuxième phase, donc qui dure 6 ans pareil, de ce défi, c'est un réseau de parcelles chez des agriculteurs partenaires, volontaires déjà à la base, qui ont envie de tester des pratiques, qui se posent des questions à la base, mais qui avaient besoin d'un accompagnement technique et scientifique pour suivre en fait ces changements de pratiques. Et donc on a développé un panel de parcelles avec différents systèmes de culture, différentes conditions pédoclimatiques. On a des limons sableux, on a des limons argileux, on a tout type de sol, on a tout type de système de culture. Donc on a des éleveurs, des polyculteurs éleveurs, on a des gros patatiers, d'autres qui sont sur des systèmes un peu plus variés. Donc, et en fait, c'est d'apporter de la diversité en fait au projet originel, la diversité de situations et surtout de voir ce qui est faisable par les agriculteurs en fonction des contraintes. Et ça a vocation à être transféré après aux agriculteurs d'ici combien de temps? Voilà, par exemple, on a une parcelle, je sais pas, qui est en limon sableux, qui a été matraquée à un chantier de pommes de terre, d'arrachage de pommes de terre en 2019. Donc avec des ornières de 40 cm, des horizons fusionnés, enfin bref, la cata. Et en fait, c'est de voir quel travail du sol on peut mettre en place, tester pour rattraper le coup, parce que sur un limon sableux, on l'a dit tout à l'heure, c'est très difficile de recréer de la porosité sans donner un coup de pouce au sol. Et ensuite de suivre l'évolution du sol dans le temps. C'est des observations pluriannuelles. Parce que, de toute façon, tout ce qui touche le sol, ça prend un certain temps. Francis l'a bien souligné tout à l'heure. Parfois, ça met 5-10 ans à se voir. Donc voilà, on est sur une phase où on va aussi étudier la régénération naturelle des sols. Si on descend un peu plus, on passe de la patate à la vigne. Céline Pelosi, si vous pouviez présenter un peu le projet Reverse et puis le travail qui est fait avec la start-up. Oui, donc en fait, effectivement, nous, on part du postulat que pour remettre de la vie dans les sols, il faut à la fois changer les pratiques et en fait, il faut remettre de la ressource pour les organismes du sol. Donc nous, cette ressource, on travaille avec des GI2E, donc des groupements d'intérêt économique et environnemental. Donc un GI2E en région PACA sur les apports massifs de matière organique et un GI2E en Champagne sur les couverts végétaux. Et donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on est sur le terrain, on est en contact avec les viticulteurs et on voit, en fait, on suit les sols, l'état des sols, la santé des sols, la vie biologique des sols dans ces parcelles, après des apports ou des mises en place de couverts de différents types. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même là un gros levier qui peut être monopolisé sur la revitalisation des sols. Et nous, on fait aussi le postulat que inoculer des vers de terre dans les sols, ça va aider à remettre en place un cercle vertueux, puisque il faut bien considérer que le sol, c'est un système très organisé, ce n'est pas du tout l'anarchie, au sens régulation des niveaux au-dessus, donc des plus petits, des plus grands, la microbiologie, la mésofaune, la macrofaune, tout ça, c'est très organisé. Et donc, c'est remettre en place ces interactions, donner la place à ces interactions biologiques grâce à des apports de matière organique. Surtout que les sols de vigne sont des sols très appauvris en matière organique, qui ont une contamination historique par le cuivre. Et donc, la matière organique, c'est aussi un levier pour capter cette matière organique. Je ne dis pas capter ce cuivre, je ne dis pas s'en débarrasser, mais au moins le stabiliser. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie de raisonner. Pardon ? Ça, c'est le projet Revert. Ça, c'est le projet Revert. Donc, le projet Revert, c'est un projet qui est financé par Suez et qu'on a reçu pour ce projet, donc qui propose de tester le potentiel de revitalisation des sols grâce à l'inoculation de vers de terre. On a eu le prix d'innovation technologique et digitale. Donc, avec des vers de terre, on a des prix d'innovation.
C'est Ok, ça qui est quand même qui est assez sympa. intéressant. Voilà. Et Et nous, on donc, considère et vous vraiment que… travaillez aussi donc, avec une start-up Oui. pour un autre projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, la start-up, c'est une start-up qui propose la commercialisation de vers de terre qui habitent les sols, puisque tous les vers de terre qui sont disponibles dans le commerce sont des vers de terre de compost. Et donc, c'est des vers de terre qui ne peuvent pas se maintenir dans les sols minéraux, qui vivent dans la matière organique. Et donc, effectivement, j'accompagne la création d'une start-up qui propose la commercialisation de vers de terre pour revitaliser les sols. D'accord. Alors, dans cette partie donc, de solutions à apporter pour revitaliser les sols, on va donner la parole maintenant à Francis Bucaille, puisque c'est la thématique aussi presque centrale de son livre, hein, centrale. Vous parlez beaucoup d'agriculture de conservation et agriculture régénératrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre les deux et en quoi, justement, ces formes d'agriculture peuvent apporter des solutions au sol? Alors effectivement, on va dire il y a beaucoup de vocabulaire qui est apparu autour de la revitalisation des sols. Il y a le concept d'agriculture de conservation qui est quelque chose qui est apparu pas seulement en France, mais au niveau mondial. Le concept a d'abord été émis, formalisé, je dirais même par la FAO, hein. Ils ont même défini 3 règles, je crois que c'était en 2008 ou quelque chose comme ça, sur l'agriculture de conservation. Ça consiste à observer 3 principes, c'est le non-travail du sol, un couvert végétal permanent et de la biodiversité. Hein, ça, ce sont les principes de l'agriculture de conservation. Et puis après, l'agriculture régénératrice, je dirais, c'est plutôt un sous-ensemble des agricultures de conservation qui est un peu plus inspiré, vous savez, par l'agronome Fukuoka, hein, celui qui a écrit One Straw Revolution, hein, la révolution d'un seul brin de paille. Et elle est un peu plus dynamique, un peu plus volontariste pour éliminer les produits phytosanitaires. Donc, on va dire que ce sont des nuances dans les approches. Quand il s'agit de revitaliser les sols, il ne faut jamais confondre les objectifs et les moyens. Et on a souvent tendance à penser qu'il suffit de ne plus mettre de poison, de pesticides, de phytosanitaires pour que tout se remette en état. Ça ne suffit pas ou ça ne suffit pas toujours. On sait que même dans les siècles passés, il y a eu de la désertification, hein, c'est-à-dire qu'on a réussi à détruire des sols et en faire du désert, hein. L'Afrique du Nord en est un exemple, les Romains ont fait du travail dans ce domaine-là. Donc on sait qu'il faut changer les pratiques et c'est ce que viennent vraiment de rappeler Céline et Bertrand. Il faut aussi changer un certain nombre de choses. Les premières choses, évidemment, c'est sur le diagnostic du sol, ce que disait Bertrand. C'est important parce que je vois encore trop d'agriculteurs qui sont victimes du vocabulaire, entre guillemets. C'est-à-dire, ils ont des sols compactés, ils passent un décompacteur. Ils en viennent même à penser que compacter, ce n'est pas grave puisqu'il y a un décompacteur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que quand on a compacté, c'est une reprise en masse et quand on passe le décompacteur, on forme des blocs dans lesquels la porosité n'est pas revenue. Vous voyez, en fait, c'est un fissurateur qui permet à des racines de s'insérer dans les fissures qu'on vient de recréer. Mais, et à contrario, et c'est ce que je disais précédemment, quand on a un sol qui est en parfait état dans les horizons semi-profonds ou profonds, il ne faut surtout pas y toucher parce que ça, c'est la technique des travaux publics qui consiste à déstructurer un sol, à briser les canaux verticaux qui sont si résistants et comme l'a très bien observé Bertrand de Lost, ceux-là, il ne faut surtout pas les casser parce que sinon, on permet, on autorise un effondrement du sol sur lui-même. Donc, le diagnostic est absolument indispensable, que ce soit à la fourche palette, au mini-profil ou au profil avec le tractopelle, il faut vraiment regarder si c'est nécessaire et puis contrôler ensuite si ce qu'on est en train de faire est bien ce qu'on voulait faire.
Je vois aussi trop de différences en matière de profondeur de travail avec le foisonnement qu'il peut y avoir dans les outils de travail. Ensuite, la deuxième voie, c'est réellement d'essayer de restituer au sol des matériaux matures. Là, c'est simplement faire du biomimétisme. Dans la nature, un matériau qui est restitué au sol, c'est soit de la paille, de la feuille morte, des herbes qui n'ont pas été broutées. Quand c'est du verre, ça a été forcément mangé par un ruminant qui a, entre guillemets, valorisé tout ce qui était rapidement digestible, et il ne rejette que les cires, que les indigestibles, que la lignine, les celluloses, etc. C'est-à-dire un matériau qui va favoriser un type de microbiologie bien particulier et qui sont plutôt justement les champignons. Et puis ensuite, nous sommes malgré tout dans des systèmes qui sont artificiels. Même quand on est dans de la prairie naturelle, c'est un système artificiel, parce que si on laissait la prairie à elle-même, ça redeviendrait, après quelques décennies ou siècles, de la forêt. Donc, on a des fonctionnalités qui ne sont évidemment plus là, ne serait-ce que l'enracinement profond. On n'a plus les arbres qui vont chercher des minéraux en profondeur à 20, 30, 40 mètres de profondeur. Donc, on a besoin, dans la mesure où nous sommes dans des systèmes cultivés, de donner un petit coup de pouce. Les petits coups de pouce, ça peut être le BRF, hein, les matériaux ligneux, lignocellulosiques qu'évoquait Céline tout à l'heure, hein, de l'apporter en masse. Ça peut être aussi de donner l'idée, entre guillemets, par le biais de ce que j'appelle moi des prébiotiques du sol, de donner l'idée à certains micro-organismes, certains représentants de l'activité biologique, je songe là encore une fois aux champignons, de se réveiller. Quand je dis de se réveiller, les spores ont au moins cette particularité-là, ils ont des durées de vie très longues parce qu'ils sont protégés par de la mélanine, etc. Et on sait que réinoculer n'est pas indispensable dans 95% des sols. Il suffit de donner les bons signaux. Et ce sont, je veux dire, c'est sur ces mécanismes-là que je me suis penché de manière à donner à l'agriculteur le pouvoir de régénérer aussi ses sols en réveillant cette partie de la microbiologie qui est encore présente, mais endormie et quelquefois profondément endormie. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai quand même une dernière question, moi, liée à l'actualité. La semaine dernière, le forum Planeta de Châlons-en-Champagne a fait part d'un partenariat avec l'INRAE sur la création d'un indicateur sur la santé des sols. Peut-être que vous l'avez vu tous les trois. Cet indicateur est en fait basé sur le couvert, la couverture des végétaux des sols grâce à des images satellitaires, hein, si j'ai bien compris. J'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus, savoir un petit peu si vous pensez que c'est une bonne idée, un bon élément, que ça va permettre de faire évoluer les choses. J'ai regardé un tout petit peu. Alors pour moi, c'est intéressant, mais ce n'est qu'une partie de l'aspect de la fertilité d'un sol. Tout à fait. Il y a quelques autres indicateurs, moi, qui me paraissent importants. Ça pourrait être la balance globale de l'azote, c'est-à-dire l'efficience de l'azote que l'on utilise sur une exploitation, combien il en rentre, combien on en fait sortir. Et dedans, évidemment, on intègre de cette manière-là le fait qu'on mette des couverts végétaux, qu'il y ait des légumineuses ou pas, les profondeurs d'enracinement indirectement valorisent mieux l'azote, évidemment, plus ou moins bien, parce qu'il y a moins de lessivage, etc. etc. Ça peut être aussi l'évolution de la matière organique, et je pense davantage à la matière organique liée qu'à la matière organique totale, parce que je sais aussi qu'il y a des sols où on a des accumulations de matière organique sans pour autant qu'on ait des bénéfices agronomiques. C'est même plutôt le signe d'un dysfonctionnement. Je passe très rapidement, mais je pense que mes collègues Céline et Bertrand voient ce que je veux dire. Donc, il me semble que ça devrait être complété par quelques indicateurs comme cela, mais évidemment qui ne se récupèrent pas de manière aussi automatique et par vue satellitaire. Moi, je réagis sur ce que dit Francis. Effectivement, les aspects azotés, c'est des choses qui à la fois sont intéressantes
d'un point de vue compréhension, et ça parle effectivement beaucoup aux agriculteurs. C'est au centre des préoccupations des agriculteurs. Et effectivement, ça peut pas se suffire. Enfin, je veux dire, la vision satellitaire ne peut pas se suffire à elle-même. Une L'aspect première couvert. étape qui nécessite d'être complétée. Bertrand Delost, votre point de vue peut-être? Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est un indicateur qui ne peut pas être utilisé seul. Voilà. Il doit être mis dans un contexte, il doit être pédoclimatique, il doit être complété par d'autres observations. Très bien. Bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous les trois pour la qualité de vos interventions. Merci à Marion de m'avoir accompagné pour l'animation de cette table ronde. Merci à toi, Adrien. Je t'en prie. Merci, à très bientôt. Merci encore. Adrien, Au revoir, à Marion. bientôt. Merci beaucoup. Céline, À Bertrand. bientôt. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Plaisir partagé. Merci, au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.